Philippot et c'est tout de suite. Retour en effet sur le plateau de questions politiques, l'émission politique de France Inter, France Info et Le Monde. Notre invité jusqu'à 14h est Florian Philippot, le vice-président du Front National. Pour intervenir, vous avez plusieurs moyens, 01 45 24 7000 pour le standard, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Question Paul et sur la page Facebook de France Inter où cette émission est également diffusée en direct. Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, Françoise Fressos du Monde et Karine Bécard de France Inter sont à mes côtés et au standard. C'est Pierre qui ouvre le bal. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour. Vous nous bonjour appelez de Monsieur Philippot. Vous Bonjour, nous appelez de Bretagne. Florian Philippot vous écoute. Oui, de Guipry, effectivement. Bonjour Monsieur Philippot. Donc ma question porte sur le volet social du programme du FN. Vous savez que ce programme ne pourrait pas être appliqué dans le cadre de l'Union européenne, puisque par exemple l'article 63 du TFUE interdit aux États de lutter contre les délocalisations, ce que ne dit d'ailleurs jamais le FN, où chacun a sa petite version personnelle. J'invite les auditeurs à regarder les 21 versions contradictoires du FN sur l'Union européenne qu'a compilé l'Union populaire républicaine. Donc au lieu de commencer votre mandat par 6 mois de négociations bidons, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 États membres pour pouvoir changer une virgule des traités européens, conformément à l'article 48. Pourquoi, Monsieur Philippot, ne militez-vous pas pour une sortie claire et simple de l'Union européenne, comme par l'article 50, comme en France seule l'Union populaire de François Asselineau le fait depuis plus de 10 ans? Merci Pierre pour cette question. Une sortie claire et nette plutôt que d'essayer de tergiverser sur les virgules, disait notre auditeur. Je crois qu'on peut faire plus clair et net que ce que nous disons. Référendum au bout de 6 mois et évidemment nous utiliserons ce qui est prévu par les traités, c'est l'article 50 qui permet de quitter l'Union européenne, celui que vont déclencher les Britanniques bientôt. Pourquoi on fait un référendum? Parce que c'est un sujet majeur. Nous sommes des démocrates. Il y a eu des référendums sur Maastricht, il y a eu des référendums sur la Constitution européenne. Je regrette d'ailleurs que celui-ci n'ait pas été respecté. Mais je n'imagine pas qu'on puisse faire ce choix, qui est quand même important, sans que les Français votent. Et d'ailleurs, il faudra s'y habituer. Sous la mandature Marine Le Pen, il y aura beaucoup de référendums. Et il y aura également des référendums d'initiative populaire, puisqu'on en donnera la possibilité constitutionnelle aux Français. Et les 6 mois sont très importants, parce qu'il faut bien faire campagne, il faut bien expliquer les enjeux à nos compatriotes, il faut bien aller voir Bruxelles et nos partenaires pour dire ce que l'on veut. On n'est pas dans un monde de brutes où on se parle pas et du jour au lendemain on s'en va, on claque la porte. Ça n'a pas beaucoup de sens. Je crois que la politique, ça n'est pas que du droit. C'est le droit, mais c'est aussi la capacité à faire bouger les lignes. Françoise Fressos. Oui, c'est juste une précision. Ça veut dire que pour vous, dans votre tête, vous sortez de l'euro quoi qu'il arrive. C'est pas en tout cas un bras de fer pour obtenir quelque chose. C'est vraiment la sortie de l'euro. Le référendum aura lieu quoi qu'il arrive et c'est un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. C'est un gadget parce que quand on vote pour le Front National et donc si Marine Le Pen devait gagner cette campagne présidentielle, on sait pertinemment que vous êtes pour une sortie de l'euro. Donc pourquoi rajouter un référendum? On sait pertinemment qu'on est pour un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Ça c'est certain parce que c'est dans le projet. Mais on aime beaucoup le référendum. Et pendant ces 6 mois, qu'est-ce qu'on va dire à l'Union européenne? On va dire, écoutez, il y a un énorme problème avec les peuples. Donc soit on retrouve notre souveraineté monétaire, budgétaire, territoriale et législative, c'est-à-dire que nos lois, notre droit national est supérieur au droit européen. Et à ce moment-là, l'Union européenne disparaît et elle est remplacée par l'Europe des nations libres et tout le monde se réunira et signera un magnifique traité qui créera l'Europe des nations, celle que voulait le général de Gaulle, fondée sur les grands projets, créateurs d'emplois, créateurs d'innovation, créateurs de mieux-être et de sécurité. Soit elle nous dit on ne peut pas bouger, parce qu'effectivement, il y a cette règle de l'unanimité, parce que l'Allemagne ne veut pas bouger, parce que la Commission ne veut pas bouger, parce que les lobbies autour de la Commission ne veulent pas bouger. Et à ce moment-là, on dira aux Français, on sort. On sort. Retour au standard. Je crois que les choses sont très claires. Mais le référendum, c'est une arme qui est importante et c'est un outil démocratique qu'il faut maintenant retrouver. Ça fait 11 ans et un peu plus même qu'en France, il n'y a pas eu le moindre référendum national. Retour au standard et on reste sur les questions d'Union européenne. Bonjour Pascal. Bonjour. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Merci, bonjour messieurs, Dan, bonjour monsieur Philippot. Bonjour monsieur. Monsieur Philippot, comme d'autres membres du Front National,
à chaque fois que vous parlez de sortie de l'Union européenne, vous vous arrangez pour que dans vos propos, il y ait des sujets migratoires en jeu. Vous voulez barrer les frontières aux migrants, vous voulez rendre la France aux Français, etc. La préférence nationale. Donc, finalement, vous arrivez à faire penser aux gens que vouloir sortir de l'Union européenne, c'est être xénophobe. Est-ce que c'est pas une façon pour vous de salir l'idée de sortie de l'Union européenne? D'autres personnes le proposent sans mettre de sujet clivant dans la balance. L'Union populaire républicaine qui était citée par mon prédécesseur, par exemple, mais vous mélangez les deux choses et ça fausse le débat national. Qui est Merci un débat primordial. Pascal pour cette question. Florian Philippot vous répond. J'espère d'ailleurs que votre candidat aura ses 500 signatures, il les mérite. Petit message au passage pour la démocratie. Mais non, d'abord, il n'y a pas déjà cette égalité à laquelle plus personne ne croit aujourd'hui entre restreindre l'immigration considérablement et xénophobie n'a pas de sens. Enfin, écoutez, il faut maintenant qu'on ait des débats adultes. Il y a une crise migratoire, il y a un problème d'assimilation, de communautarisme, de problèmes économiques aussi liés à l'immigration, la directive détachement des travailleurs, c'est pas moi qui l'ai inventé. Là aussi, ce sont nos gouvernements de droite et de gauche qui l'ont accepté. Donc il y a un problème migratoire aussi. Comment on le résout? On le résout en retrouvant des frontières nationales. Notamment, comment on retrouve des frontières nationales? En sortant de Schengen, en retrouvant notre souveraineté nationale. Enfin, tout est lié. Il n'est pas question là-dedans de xénophobie ou quoi. Moi, je suis pour une France qui dialogue avec le monde entier, qui puisse même retrouver l'idée qu'elle est une puissance mondiale, avec une vraie armée qui retrouve un budget à 3% du PIB à terme du mandat, avec l'idée qu'on ait la puissance de la francophonie, de l'espace maritime de 11 millions de kilomètres carrés, qu'on ait une puissance politique, membre permanente du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais comment on retrouve cette idée d'une France qui parle au monde entier? Eh bien, il faut une France libre. Il faut une France qui puisse décider ce qu'elle veut et ce qui est bon pour elle et ce qu'elle veut dire au monde. Donc, il y a des problèmes économiques et sociaux, il y a des problèmes migratoires. Il n'y a pas que ça, d'ailleurs. Il y a des problèmes écologiques. Par exemple, il y a l'Union européenne, parce que l'Union européenne peut nous imposer des OGM, comme elle vient de le faire tout récemment. Elle nous impose le libre-échange qui est foncièrement anti-écolo, parce qu'il vous oblige à aller produire à des milliers de kilomètres et à réimporter dans des pays qui n'ont pas de normes environnementales. Donc il y a toute une foule de problèmes qu'il faut résoudre. Et on n'y arrivera pas si on n'a pas notre indépendance nationale. Karine Becker, puis Joseph au standard. Je me permets juste de revenir un tout petit instant sur le référendum. Marine Le Pen va jusqu'au bout sur le référendum. Si elle perd son référendum, elle démissionne? Oui, elle l'a déjà dit, oui, bien sûr. Elle aura expliqué aux Français avant l'élection, puis pendant ces 6 mois pré-référendum, qu'elle ne peut pas conduire la voiture si elle n'a pas le volant, si elle n'a pas le levier de vitesse, si elle n'a pas les pédales, si elle n'a pas tout ce qu'il faut. Mais je ne parle pas que de celui sur la sortie de l'euro. Non, mais c'est pas d'abord le référendum n'est pas sur la sortie de l'euro, il est sur la sortie de l'Union européenne. Oui. D'abord. Et oui, sur ce référendum-là, oui, parce que sinon, sinon ça signifie qu'elle promet des choses aux Français qui ne sont pas réalisables. Elle ne pourra pas arrêter l'immigration, elle ne pourra pas restaurer une industrie digne de ce nom, elle ne pourra pas protéger les intérêts français. Mais surtout les autres, vous voulez si faire on reste dans l'Union régulièrement des européenne actuelle, référendums. ça c'est certain. Vous voulez faire régulièrement des référendums, si j'ai bien compris, parce que vous trouvez que depuis 11 ans, on n'en fait plus suffisamment. Donc, à chaque fois qu'il y aura un référendum, elle prendra position, ce qui signifie qu'elle démissionnera si jamais, effectivement, elle est en minorité? Oui, on veut faire des référendums, et non, elle ne démissionnera pas forcément. Le référendum, c'est aussi une question qu'on pose sur un sujet. Et oui, il faudra s'habituer. Mais la démission, c'est sur le référendum fondateur de la sortie de l'Union. Si on reste dans l'Union européenne actuelle, Marine Le Pen ne peut que trahir. Donc ça sert à rien. Enfin, je veux dire, on s'appelle pas Tsipras ou d'autres. Et donc évidemment, ou Sarkozy ou d'autres. Donc on en tirera les conséquences. Mais il est évident que s'il y a une dynamique d'élection de Marine Le Pen, une dynamique vis-à-vis de l'Union européenne, il est évident que ce référendum sera gagné. Et je pense même haut la main. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un gadget, on n'en a pas besoin. Mais il y aura des référendums sur les grands sujets, sur des référendums institutionnels. Et puis surtout, on créera cette possibilité de référendum d'initiative populaire. Vous avez 500 000 signatures au niveau national, ça déclenche un référendum. Joseph, c'est vous qui le décidez, comme en Suisse. Est au standard. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, voilà, je voudrais poser des questions simples à M. Philippot du Front National à propos d'Alep. Quelle est la position du Front National actuellement sur le problème de la Syrie et Alep et la population qui vit ce drame, la position du Front National vis-à-vis de M. Poutine et de M. Assad?
Merci Joseph pour cet ensemble de questions sur la situation dramatique d'Alep. Florian Philippot pour commencer. Oui, bonjour monsieur. Bien écoutez, sur ce qui se passe à Alep et dans la région plus généralement, d'abord, on est un peu spectateur. On aurait mieux fait d'être acteur et donc la France aurait dû essayer de construire une coalition mondiale avec les États-Unis. Elle a essayé. Non, parce que d'emblée, ça a échoué. Mais non, parce que d'emblée, on a fermé la porte, par exemple, à la Russie. Alors, on savait que c'était un acteur majeur dans la région, et on a fermé la porte au gouvernement syrien, qui est certes loin d'être parfait, je suis d'accord avec vous, mais il n'empêche que c'est aujourd'hui l'interlocuteur et l'acteur là-bas, et qu'il vaut mieux travailler avec lui que de lui tourner le dos pour des raisons idéologiques. Donc, nous n'avons pas œuvré. Donc, aujourd'hui, on n'est pas acteur, on est spectateur. Deuxièmement... Mais attendez, à part inclure Vladimir Poutine, en quoi ça change la formation d'une grande coalition ? Comment Marine Le Pen, présidente, réussit, elle, à organiser une grande coalition internationale quand les Américains, par exemple, en 2013, disent nous, on n'interviendra pas. On fait comment pour les convaincre ? Mais parce que Marine Le Pen, elle, ne serait pas dogmatiquement opposée à tel ou tel pays. Ça veut dire s'il n'a pas envie d'intervenir, comment on fait pour le convaincre ? Non, c'est pas un axe Moscou-Paris. On essaie de mettre autour d'une table toutes les puissances importantes qui ont des choses à dire, qui peuvent agir là-bas. Mais quand d'emblée, avant même toute négociation ou construction de coalition, vous dites de toute façon on ne veut pas de la Russie et de la Syrie, ou même de l'Iran, alors c'est terminé. Il est évident qu'on n'y arrivera pas. Les États-Unis en 2013 décident de ne pas intervenir militairement. Comment Marine Le Pen réussit à les convaincre ? Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, ce que je veux juste vous dire, c'est que quand ça bloque, on convainc comment les gens qui n'ont pas envie d'intervenir. On la forme comment cette grande coalition ? La preuve qu'on peut les convaincre, puisque les États-Unis ont évolué depuis. Vous me parlez de 2013, nous sommes en 2016. Donc l'opération d'Alep et les autres, au lieu d'être spectateurs, on aurait pu y participer et peut-être la faire totalement différemment. Est-ce que c'était des crimes de... S'il vous plaît, est-ce que c'était des crimes de guerre, ce qui s'est passé à Alep ces derniers jours ? C'est pas à moi de me prononcer. Non, mais vous avez une liberté d'analyse en tant qu'homme politique. Oui, mais j'essaie de sortir. Donc, comment qualifier ce qui s'est passé à Alep ? J'essaie de sortir de la diplomatie qu'on a héritée un peu des Bush, très manichéenne, où il y aurait les gentils et les méchants en permanence. C'est pas le sens de ma question. Là, c'est sur ce qui s'est passé sur sur des populations civiles. Vous qualifiez ça de crime de guerre ou pas ? Je sépare les populations civiles et je pense que l'ONU doit prendre ses responsabilités, ce qu'elle essaie de faire d'ailleurs. Et tout à l'heure, il y aura le vote d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour évacuer par couloir humanitaire les populations civiles. Que les choses soient très claires. Les survivants. Mais ce qu'on appelle les rebelles, ce qu'on a appelé les rebelles, qui est un mot positif, la rébellion, le rebelle, ce sont la plupart du temps des islamistes des branches syriennes d'Al-Qaïda. Et qu'on a d'ailleurs aidé, soutenu, voire financé de manière totalement inconsciente. Donc on porte une responsabilité. Les gouvernements français portent aussi une part de responsabilité dans ce qui se passe. Quand le ministre des Affaires étrangères de la France, M. Fabius, en 2012, nous disait « le Front al-Nosra, ils font du bon boulot ». Et qu'aujourd'hui on se retrouve parmi ces rebelles à Alep à être face au Front al-Nosra, qui a changé de nom depuis d'ailleurs, eh bien on voit bien qu'on était parti sur une très mauvaise route, sur un très mauvais chemin. Les populations civiles, portez ma question, Florian Philippot, ont-elles été l'objet et les victimes de crimes de guerre ? Mais je ne lancerai pas de ce style d'accusation, ce n'est pas mon rôle, et notre rôle à nous c'est de trouver une solution pour qu'il y ait le moins de victimes possible, ou alors il y en a eu énormément. On est simplement dans le discours diplomatique de condamnation morale, et il faut aussi l'avoir sur ce qui se passe, par exemple, il faut peut-être aussi nommer les choses. Alors nommons-les aussi pour ce qui se passe au Yémen. Mais pourquoi ne pas les nommer ? Où notre grand allié, nos chers émirs d'Arabie Saoudite ont fait un massacre, mais là on ne dit rien parce que ce sont nos grands alliés, nos très chers émirs d'Arabie Saoudite. S'il vous plaît, vous pouvez dire que c'est un massacre au Yémen, mais pourquoi cette réticence à qualifier les choses en Syrie ? C'est ça que je comprends pas. Parce que je ne suis pas qualifié pour vous dire ce qui est un crime de guerre. C'est une notion très précise en droit international, un crime de guerre. S'il y a crime de guerre, il y aura crime de guerre, et on le dira. Vous ne croyez pas les témoignages qui viennent d'Alep ? Pour le moment, nous sommes dans une situation de conflit, et on sait que ce qui vient comme information de la part des belligérants, quels que soient les belligérants, en pleine période de conflit, est toujours à prendre avec énormément de pincettes. Maintenant, je vous le dis clairement, moi je ne souhaite pas qu'aujourd'hui... Regardez la photo qui est derrière vous, là. La voyez à l'écran, là. Oui. C'est quoi, ça, pour vous ? C'est une photo terrible. Terrible. Est-ce que vous croyez qu'on fait une diplomatie sur une photo ? Non, mais je veux bien, c'est une information. C'est une information. Une photo, vous savez... Cette photo, Florian Philippot, suscite quel commentaire chez vous ? Vous connaissez
Mais qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Que je n'ai pas de cœur. Non, pas du tout. Si j'ai du cœur, si j'ai du cœur, et quand je vois des civils, vous faire qualifier la situation. Quand je vois des civils qui meurent sous les bombes, si difficile. Quand je vois des civils qui meurent sous les bombes à Alep ou au Yémen ou ailleurs, et bien évidemment que ça me fend le cœur comme tout le monde, et que je trouve qu'il faut mettre un terme rapidement à tout cela. Mais nous sommes des responsables politiques. Et à partir du moment où on dit cela, on se jette des photos, on peut se jeter tous des photos à la figure, et qu'est-ce qu'on règle avec ça? Rien du tout. On doit être responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement de Bachar el-Assad doit partir? Réponse de Florian Philippot. Non, s'il part là maintenant, on sait que c'est le chaos, et que c'est le chaos islamiste. On reproduira l'erreur, la faute de la Libye. Où certes le gouvernement de Kadhafi non plus était loin d'être fréquentable et magnifique, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il a été supprimé par l'intervention de Nicolas Sarkozy avec le soutien des États-Unis. Ça a été dramatique. Et aujourd'hui, la Libye, comme État, n'existe plus. Et c'est une succession de gangs djihadistes qui organisent le chaos vers l'Europe, et y compris le chaos migratoire, qui a pris la place. Est-ce qu'on veut la même chose en Syrie? Est-ce qu'on veut l'élimination des minorités qui aujourd'hui sont à peu près protégés par le régime? La question de notre auditeur, il faut être responsable. La diplomatie, souvent, c'est le choix du moins pire, pas du bon et du gentil et du méchant. La question de notre auditeur portait sur Vladimir Poutine et Bachar el-Assad également. Quelle est la position du Front National à l'égard de ces deux dirigeants? Ce sont les moins pires, pour reprendre votre expression. Ce sont les dirigeants officiels de leur pays, donc il faut discuter avec eux. De la même manière qu'on n'aime pas, je n'aime pas l'émir du Qatar ni le roi d'Arabie Saoudite, mais il faudrait discuter avec eux parce que ce sont eux qui sont là pour Ce qui vient de se passer à Alep ne vous amène pas à réviser votre position par rapport à la Russie, c'est-à-dire vous lui tendez la main, ou à nuancer, quel que soit, ou à nuancer en tout cas. Notre position, elle est ni pro-américaine ni pro-russe, ou ni anti-américaine ni anti-russe. Elle est simplement de dire que la France doit être libre et donc ne pas être sans arrêt dans la roue de Washington. Voilà. Et donc avoir refusé de parler avec la Russie était une erreur majeure. Voilà, c'est tout. On parle aujourd'hui, Monsieur Philippot, on est condamné à être spectateur. Ou dans les semaines à venir. Est-ce que ça veut dire que vous qui revendiquez une indépendance en matière européenne, et s'il n'y a pas une diplomatie indépendante qui n'est pas forcément de se mettre dans la roue de Vladimir Poutine, parce que ce serait finalement que les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Voilà. Est-ce que on peut pas être un peu plus Déjà, je ne veux pas ça d'indépendance européenne de diplomatie, je veux une indépendance française, parce que je ne crois pas en l'indépendance européenne. Nous avons des intérêts contradictoires. Une indépendance française par rapport à l'Europe. Est-ce qu'on peut pas avoir mais si vous voulez, il faut que la France soit libre, pas dans la roue de Poutine, pas plus que dans la roue d'Obama. Mais depuis 10 ans, depuis l'arrivée de Sarkozy à la tête de l'État, puis Hollande, nous étions totalement dans la main des États-Unis. Nous n'avions plus de voix claire. Voilà, tout simplement. Et notamment parce que Sarkozy et Fillon nous ont fait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN qu'avait quitté le général de Gaulle. C'était une erreur majeure. Mais ça ne veut pas dire qu'on est pro-russe, ou ça ne veut pas dire qu'on est pro-Syrie. Ça ne veut rien dire, ça. C'est de la réelle politique qu'il faut faire. Aujourd'hui, il y a des acteurs, il faut travailler avec eux, et il faut surtout que la France soit en capacité de défendre ses intérêts nationaux à tout moment, et non pas les intérêts nationaux des États-Unis. Et François Fillon est sur la bonne voie, donc il a une voix un petit peu proche de la vôtre. Je ne sais pas, c'est un peu comme la sécurité sociale. Il dit maintenant à peu près tout et son contraire sur le sujet, donc on ne sait plus très bien. Mais en tout cas, apparemment, il a un peu évolué par rapport au moment où il était Premier ministre et où il nous avait fait réintégrer le commandement intégré de l'OTAN. Donc on a réussi à convaincre, apparemment, au-delà de notre camp, de la nécessité d'une diplomatie d'équilibre et non pas d'une diplomatie suiviste ou atlantiste. Karine Beccard. Comment vous percevez Donald Trump, qui visiblement est assez, j'allais dire proche, je m'emballe un peu, mais en tout cas, voilà, qui pourrait travailler convenablement avec Vladimir Poutine? Quelle sera la place de la France à ce moment-là? Est-ce qu'elle en trouvera une? Est-ce qu'elle sera obligée de s'aligner finalement aux deux anciennes grandes puissances? Florian Philippot. Non, je crois qu'elle trouvera une place, bien sûr. Laquelle? Comment? Vous savez, notamment, moi je suis frappé, j'en parlais tout à l'heure, par cette richesse que représente la francophonie dans le monde. C'est une richesse en Afrique, c'est une richesse en Amérique du Nord, c'est une richesse au Moyen-Orient aussi, c'est une richesse en Europe évidemment, mais même un peu partout. Enfin, sur les grands enjeux militaires, oui, mais ça permet aussi d'avoir une autre vision du monde. De reprendre la tête des non-alignés, si vous voulez, et de dire, écoutez, il y a une autre voie que l'espèce de mondialisation sauvage, d'effacement des États-nations qu'on a voulu nous vendre, et que d'ailleurs les États-Unis ne se sont pas appliqués à eux-mêmes. Au moment où ils disaient à tout le monde, ouvrez-vous, supprimez vos frontières, supprimez les États-nations, eux-mêmes renforçaient leurs frontières et retrouver une espèce de fierté nationale. Mais je préfère honnêtement l'attitude d'un Trump qui veut dialoguer avec la Russie que l'attitude d'une Hillary Clinton ou des faucons américains qui veulent le conflit avec la Russie. Je pense que ce serait très dangereux s'il y avait un conflit aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Oula, vous avez retrouvé votre téléphone, on vous écoute.
Oui, non, je n'avais pas éteint mon téléphone, mais là... Allez-y, on vous écoute. Oui, voilà, bonjour à tous. Voilà, bonjour. Disons moi ma question, et je dirais franchement, quand même, une de mes préoccupations, c'est vraiment ce problème de la Turquie qui frappe à nos portes. Les moyens de pression que le président actuel exerce sur les pays européens. Mais concernant, je dirais, pour moi, les jeunes générations et les générations à venir, je suis franchement très préoccupée et je ne suis pas favorable, en ce qui me concerne, à l'entrée de la Turquie au sein de l'Union européenne. J'ai bien peur qu'on nous fasse une fois de plus, on nous force la main et que nous, en tant que citoyens, on prenne des décisions, comment dirais-je, à l'encontre de nos désirs, de nos souhaits. Vous voyez ce que je veux dire ? Merci Catherine pour cette question sur la Turquie. Florian Philippot y répond. Oui, madame, je suis, comme vous, totalement opposé à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Et contrairement à d'autres candidats ou d'autres mouvements politiques comme l'UMP qui vous ont dit la même chose sur les plateaux de télé ces dernières années, nous avons bien voté en ce sens au Parlement européen, alors qu'eux votaient pour la poursuite des négociations, y compris d'ailleurs sous le quinquennat Sarkozy-Fillon, où de 11 chapitres, je crois, de négociations ont continué d'être ouverts entre l'Union européenne et la Turquie. Donc les choses sont claires, il n'est pas question que, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'Europe de demain, que la Turquie en fasse partie, parce que la Turquie n'est pas européenne et qu'il y a d'immenses problèmes migratoires, d'islamisme, et aujourd'hui un régime qui s'est livré un véritable coup de force et une véritable épuration qui n'est absolument plus fréquentable. Il faut dialoguer avec lui, mais il faut reconnaître aussi que ce régime est condamnable. Le fait que l'Union européenne ait sous-traité une partie de la question des réfugiés à la Turquie, voire l'essentiel de la gestion en première ligne, en tout cas à la Turquie, appelle quel commentaire chez vous ? Je crois que c'est le signe de notre faiblesse. Quand nous n'avons plus les capacités nous-mêmes de maîtriser notre immigration, parce que nous n'avons plus de frontières nationales, eh bien on est obligé de dépendre d'autres. Et donc, on devient dépendant, y compris de pays comme la Turquie, avec toutes les actions condamnables qui ont été menées ces derniers temps. Ça a été un pacte léonin avec la Turquie ? Oui, mais c'est presque un pacte avec le diable, de ce point de vue-là, parce que non seulement on finance la Turquie, je crois 6 milliards d'euros, on promet des visas supplémentaires pour les ressortissants turcs, on annonce qu'on reprend les négociations d'adhésion à la Turquie, de la Turquie à l'Union européenne. Et en échange, la Turquie a le pouvoir de tenir cet accord ou pas. Donc je veux dire, on est perdant sur toute la ligne. Voilà. On est perdant sur toute la ligne. Pourquoi ? Parce que nous sommes tellement faibles, affaiblis et vulnérables, et qu'on l'a construit ainsi par les textes qui ont été signés, notamment les traités, que nous dépendons de puissances extérieures. Donc il faut retrouver cette capacité de maîtriser notre destin nous-mêmes. Allez, retour en France et au standard de France Inter. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Nous vous écoutons, soyez le bienvenu. Bonjour à Monsieur Philippot et bonjour à toute l'équipe France Inter que j'estime beaucoup. Bonjour. Voilà, ma question concerne l'école. Donc, quel est le programme scolaire pour l'école en tant qu'école publique, premièrement ? Et deuxièmement, qu'en est-il de la position du FN sur le statut de fonctionnaire des enseignants et plus généralement du statut de fonctionnaire en général, pour faire une redite. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Alors, sur l'école publique, la position du Front National, Florian Philippot. C'est un immense sujet. Moi-même, je suis fils d'instituteur, donc j'en ai entendu parler longuement et avec plaisir. On a fait une grande convention nationale, d'ailleurs conclue par Marine Le Pen, c'était en septembre, à la rentrée. D'abord, il y a beaucoup de choses à dire, mais d'abord remettre le paquet sur ce qui est le socle, c'est l'école primaire. Voilà. Si le socle est affaibli, alors tout l'édifice s'effondre. Donc nous avons pris cet engagement, au moins 1 heure sur 2 d'enseignement en primaire consacré à l'apprentissage du français. Voilà. On doit remettre le paquet sur le français parce que c'est là aussi la base de tout. Si on arrive en 6e sans maîtriser la langue, sans maîtriser le français, on n'apprendra rien, ni les sciences, ni l'histoire, ni la philosophie, ni même les autres langues. Et donc de ce point de vue-là, le faire. Et puis arrêter avec les aventures pédagogistes où on a testé sur les élèves comme un peu sur des cobayes, des théories plus ou moins fumeuses, souvent fumeuses. Non, il y a des méthodes classiques d'enseignement, comme la méthode syllabique, par exemple, le cours préparatoire pour apprendre la langue, qui ont toujours fait leurs preuves et qu'il faut réinstaurer totalement, ce qui permettra de redonner d'ailleurs une espèce d'autorité au maître d'école qui l'a perdu. On a voulu tout horizontaliser, vous voyez, l'élève est l'égal du maître. Non, il y en a un qui a le savoir et il y en a un qui doit recevoir le savoir. Karine Bécard, puis Nathalie Saint-Cric. Alors, qui aura le droit de fréquenter ces écoles primaires, notamment, puisque cette semaine,
semaine, on a découvert que la gratuité de la scolarisation serait terminée pour les enfants étrangers. Vous nous expliquez en fait cette mesure nouvelle qui est apparue cette semaine ? D'abord, j'ai pas répondu sur le statut de fonctionnaire. Il n'est pas question de toucher au statut de fonctionnaire des enseignants, fonctionnaires d'État. Bon. Deux, non, vous fin reprenez... de la gratuité. Oui, mais vous dites pour les élèves étrangers. Non, pas du tout. On parlait des élèves clandestins. Donc, ceux qui sont illégalement... C'est le mot étranger qui a été utilisé. Après, il y a eu des choses qui ont changé. Une première dépêche qui était une erreur et qui était fausse, et il y a eu une deuxième dépêche rectificative très vite. Mais les clandestins aujourd'hui, je veux dire, la question n'est même pas simplement de la gratuité de l'école ou pas, c'est simplement de faire appliquer la loi. Si vous êtes illégalement en France, clandestinement en France, vous n'avez pas vocation à rester en France. Que les choses soient claires. Donc non seulement c'est l'école, mais il faut supprimer l'AME, il faut supprimer tout ce qui est une incitation à l'immigration clandestine et appliquer la loi. Les conventions de protection de l'enfance, je crois que ça vous interdise absolument de faire ça. Donc pourquoi tout d'un coup cette mesure dans le projet qui n'était pas prévu et comment vous l'appliquez concrètement ? Mais d'ailleurs, cette mesure n'a rien de nouveau. Faire appliquer la loi et renvoyer chez eux les clandestins, c'est quelque chose que nous disons depuis des années. Les demandeurs d'asile, on a 6 mois les devant nous, est-ce que les avec enfants leur peuvent être famille, scolarisés ? Personne ne va séparer les enfants des familles. Reconduire à la frontière les familles de clandestins, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est l'application de la loi. Je repose ma question. On est demandeur de droit d'asile. Vous avez 6 mois faciles devant vous. Oui. Les enfants ont le droit d'être scolarisés ou pas ? Vous êtes demandeur d'asile. Oui, mais là, vous êtes dans un statut différent. Si votre dossier est rejeté, vous devenez clandestin et vous devez être conduit à la frontière, ce qui n'est pas fait dans 96% des cas, nous dit la Cour des comptes. Donc il faudra que de 96%, on passe à 0%. D'abord, tant que vous êtes demandeur d'asile, non, vous avez le droit à certaines choses, et notamment à la scolarisation, parce que vous êtes demandeur d'asile. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut accepter, comme on va les atteindre cette année en France dans quelques jours, à la fin de l'année, qu'on ait 100 000 demandeurs d'asile ? On va atteindre les 100 000 demandeurs d'asile cette année en France. Il faut restreindre considérablement ce nombre. Et pour restreindre ce nombre, il faut que l'asile soit plus compliqué, qu'on revienne à la définition originelle de l'asile, c'est-à-dire non pas l'asile climatique ou je ne sais quoi, la persécution politique, le risque de mort pour des opinions politiques. Pour préciser la question de notre auditeur, il y a eu un débat pendant la campagne des primaires sur le roman, le récit national, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants. Ma question est très simple, est-ce que vous êtes favorable à une espèce d'un enseignement édifiant, ou alors est-ce que vous considérez que par exemple l'histoire c'est une science et qu'on doit l'enseigner telle qu'elle ? Je pense qu'on doit enseigner l'histoire comme une science à partir d'un certain degré dans l'école, quand on devient lycéen ou l'enseignement supérieur. En primaire, on apprend, le roman national. C'est-à-dire qu'on apprend des choses qui ne sont peut-être pas vraies, simplement parce que ça donne envie d'être fier de être français. On n'apprend pas des choses fausses. Moi, quand j'étais en primaire, j'ai appris qu'il y avait eu le paléolithique, le néolithique, et puis ça c'était la préhistoire, puis après l'histoire de la Gaule, les Gallo-Romains. C'est pas le roman national. C'est pas le roman national. Non, mais on apprend d'abord sur une frise. Ensuite, on apprend la Gaule, les Gallo-Romains, ça, c'est la chronologie. La chronologie, et puis on apprend Clovis, et puis on apprend les rois de France qui ont fait la France. On l'apprend simplement. Puis on apprend qu'après les rois de France, il y a eu la Révolution, etc. La République, bon. Mais c'est pas faux formellement. Mais c'est le roman national. Et oui, je pense qu'il faut valoriser auprès des élèves l'histoire de France. C'est-à-dire que Vichy, on oublie un peu. Mais vous croyez qu'on oublie aujourd'hui dans l'enseignement français les Vichy? Pas du tout. C'est une science, on apprend tous les bons et les mauvais côtés. On ne cache rien. On ne cache rien. Mais à côté de Vichy, il y a aussi eu les résistants. Mais bien sûr. Il y a aussi eu De Gaulle à Londres. Il y a eu ce qui s'est passé dans l'Empire. Il y a eu le gouvernement provisoire à la Libération. Il y a eu le CNR. Il y a eu la suite. On apprend une histoire de France à nos enfants déjà, ce qui n'est clairement plus le cas, en tout cas beaucoup trop partiellement. On apprend aujourd'hui quasiment plus Jeanne d'Arc, Clovis, Napoléon, etc. C'est inimaginable. Il faut apprendre son histoire pour connaître, en tout cas pour pouvoir se projeter dans l'avenir, et puis revaloriser l'histoire de France. Moi, j'ai pas peur de dire qu'on a une belle histoire, une grande histoire, et qu'on doit l'apprendre, je veux dire, en étant fiers à nos élèves, en leur apprenant aussi à être fiers d'être français, à être fiers d'être des citoyens français, à ne pas avoir honte, à ne pas rougir, à refuser la repentance permanente. Ça, oui, je le dis extrêmement clairement. Mathieu, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez du Lot ? Oui, tout à fait. Soyez le bienvenu. Merci. Je vous téléphone parce que je constate en fait qu'il y a beaucoup de points communs entre le programme du FN et celui de Mélenchon. Beaucoup d'idées développées par Mélenchon qui sont reprises par le FN mais qui ne sont pas très argumentées. Et je pose la question, pourquoi voter pour un parti de tradition raciste et qui prône un repli sur soi plutôt qu'un parti ouvert sur les autres et sur le monde ? Voilà. Merci Mathieu pour cette question. Florian Philippot va tenter d'y répondre. Bonjour monsieur, les insultes à la fin,
je vous les laisse, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ça ne fait pas partie de l'argumentation, ça fait partie de l'insulte. Parti raciste. Oui, ça. voilà, ça fait partie de l'insulte et pas de l'argumentation. On peut débattre de l'immigration. Vous soutenez Mélenchon, vous êtes très favorable à l'immigration, c'est votre droit le plus absolu, mais on peut en débattre tout à fait sereinement sans se jeter des anathèmes ou des mots désagréables à la figure. Sur le reste, on pique des idées à Mélenchon. Non, Mélenchon, il votait oui à Maastricht, par exemple. Vous voyez, le Front, il votait non à l'époque, en 92. Donc, c'est Mélenchon. Mais comme vous m'avez dit tout à l'heure, on est en 2016. Mélenchon donc, a un petit peu évolué de ce point de vue-là. Et pour le reste, pour moi, Mélenchon, vous savez, c'est quand même plus de fiscalité pour financer plus d'immigration. Et je ne me retrouve pas du tout dans ce programme-là. C'est un concurrent pour vous ? C'est un concurrent sérieux ? Mais c'est un des concurrents, bien sûr, à la présidentielle. Sérieux, non. Moi, je pense qu'il ne peut pas incarner de renouveau. Est-ce qu'il peut vous prendre Il a passé des dizaines d'années au Parti socialiste et les gens sentent qu'il n'y a pas le renouveau nécessaire de ce côté-là. Est-ce qu'il peut vous prendre une partie de l'électorat populaire que vous essayez d'avoir dans la campagne présidentielle ? Non, moi, je crois pas du tout. Il fera sa campagne, mais je pense que il n'est pas clair sur beaucoup de sujets. On ne sait pas très bien toujours ce qu'il pense de l'Europe, d'abord. On ne sait pas s'il est pour ou contre l'euro, pour ou contre la souveraineté nationale. Ça n'est pas clair du tout. Et parfois, il y a même plusieurs sons de cloche à l'intérieur. Et sur l'immigration, l'ouverture totale des frontières, l'immigration massive, tout ça n'est plus possible, aussi bien pour les classes populaires que pour, je crois, aujourd'hui, une grande majorité de Français. Allez, encore un appel au standard de Thomas de l'Oise. Bonjour et bienvenue, Thomas. Bonjour. Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Vous souhaitez abroger la loi Taubira qui a ouvert le mariage homosexuel et l'adoption. Quid des couples qui ont obtenu leur agrément valable 5 ans et n'ont toujours pas adopté ? Obtenir un agrément, monsieur Philippot, c'est 9 mois d'investigation par une assistante sociale IMSI pour nourrir et enrichir le projet d'adopter. Qu'est-ce que vous comptez faire dans ces cas précis ? Les empêcher, restreindre ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Merci pour cette question. Florian Philippot y répond. Oui, monsieur, on ne reviendra, il n'y aura rien de rétroactif, on ne reviendra sur aucun droit acquis. Voilà. Donc la nouvelle loi sur cette union civile portera pour l'avenir et non pas pour toutes les situations passées. Sur l'adoption. La question portée sur l'adoption. Oui, mais je réponds de la même manière. S'il y a déjà une démarche engagée et qu'il y a un droit acquis, il n'est pas question de revenir en arrière. Marine Le Pen a toujours été très claire là-dessus. Allez, notre rendez-vous hebdomadaire avec l'équipe des Pixels du Monde. Question politique sur France Inter, en partenariat avec Le Monde. Équipe représentée cette semaine par Martin Untersinger. Bonjour Martin. Bonjour Nicolas. Les États-Unis, Martin, on en a dit un mot tout à l'heure, accusent la Russie d'avoir piraté leur élection présidentielle. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors oui, vous l'avez un petit peu évoqué, depuis quelques mois, la relation entre les États-Unis et la Russie dans le cyberespace a pris des airs de guerre froide. Alors, petit rappel des faits pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. En octobre, toutes les agences de renseignement américaines ont estimé que la Russie, par le biais de piratage informatique, tentait d'instiller la confusion dans l'élection américaine, tentait d'en influencer le résultat. Aujourd'hui, ces mêmes agences ont un peu affiné leur diagnostic, puisqu'elles disent aujourd'hui que l'objectif du Kremlin était encore plus précis, faire élire Donald Trump à la Maison-Blanche. Alors ça fait une dizaine d'années que les experts en sécurité informatique documentent, témoignent de l'activité agressive de la Russie dans le cyberespace, et ces derniers mois, de plus en plus de responsables, d'experts, s'alarment de voir les pirates du Kremlin répéter leur expérience américaine en Europe, notamment lors des élections présidentielles et législatives françaises du printemps. Monsieur Philippot, ma question est simple, craignez-vous une ingérence de la Russie dans la campagne électorale française ? Mais je ne souhaite et je condamnerai toute ingérence étrangère dans une campagne française. Pour l'instant, les seuls que j'ai vus, c'était M. Schäuble, le ministre allemand, qui nous dit pour qui il faut voter et contre qui il faut voter en tout cas. J'ai vu M. Juncker, le président de la Commission, qui dit la même chose. Ça, j'ai déjà vu des ingérences étrangères de ce point de vue-là qui choquent moins. Elles sont presque considérées comme normales parce qu'elles vont dans le bon sens. Elles sont à visage découvert. Pour l'oligarchie. Ça ne vous choque pas des attaques informatiques comme on l'a vu aux États-Unis ? Le reste, c'est une affaire que les États-Unis doivent régler avec la Russie. Moi, je vous donne mon opinion quand même. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même aussi une attitude de mauvais perdant où on essaie de se raccrocher à toutes les branches. Alors, avant l'élection, on disait que le FBI roulait pour Trump lorsqu'il a réouvert l'enquête sur Hillary Clinton. Maintenant, vous nous dites qu'il roule pour Clinton. On ne comprend pas. Non, moi je dis qu'il y a des gens qui n'ont pas accepté le résultat des élections. Et il y a même eu un recompte des voix. Et puis finalement, on ne nous en parle plus trop parce que ce recompte a donné encore plus d'avance à Trump. Enfin bon, bref. Je veux dire, Wikileaks, pendant la campagne américaine, a fait des révélations.
sur la fondation Clinton, ses liens, le financement par l'Arabie Saoudite, ses liens, les discours qu'elle a prononcés devant Goldman Sachs qui ne correspondaient pas tout à fait à ce qu'elle disait en campagne. Je veux dire, personne n'a remis en cause la véracité de ce qu'a révélé Wikileaks. Et pour vous, ça justifie du coup alors, est-ce que Wikileaks est un agent russe parce que il aurait contribué à faire élire Trump qu'on n'aime pas dans l'oligarchie? J'en sais rien, mais je me rends compte qu'il y a 2 ou 3 ans, Wikileaks s'était porté au nu. C'était quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de morale et de discours qui varie en fonction des intérêts. Voilà. Pour le reste, s'il y a des choses, un contentieux entre le Kremlin et Washington, il doit être réglé entre le Kremlin et Washington. Martin, d'un point de vue plus pratique, ce que révèle tout cet épisode, c'est que la question de la sécurité informatique devient cruciale pour les partis politiques. Est-ce que vous êtes prêt au sein du Front National en matière de sécurité informatique à la campagne qui va s'ouvrir ? C'est au service informatique qu'il faudrait poser cette question-là. Nous avons été victimes d'attaques depuis des années sur le site internet. Enfin, j'imagine qu'on n'est pas les seuls. On y répond. Enfin, on se protège. Mais je ne sais pas si on est toujours prêt. On n'est probablement jamais assez prêt. Pourquoi vous ne vous êtes pas rendu à la réunion organisée par l'ANSSI, le garde du corps numérique de l'État, à destination justement des partis? Parce qu'on a appris l'existence de cette réunion le jour où on nous a dit qu'on n'y était pas allé. Elle a été annoncée à mon avance. Oui, mais nous, on n'a pas reçu. On nous a dit, vous avez reçu une invitation, on l'a pas reçue. Alors, c'est peut-être notre faute, peut-être que ça s'est perdu, mais on a bien recherché, on n'a pas trouvé d'invitation. Mais si on est réinvité, eh bien, on ira avec grand plaisir. Et du coup, vous êtes entouré d'entreprises, d'experts en termes de sécurité informatique, ou c'est comment ça se passe au Front National ? On a un service informatique qui se forme régulièrement et qui essaie de parer à tout cela. Voilà. Mais moi, j'essaie de voir le bon côté d'Internet et des réseaux sociaux, qui est plutôt aujourd'hui un gain de démocratie direct. Même quand ils permettent des piratages. Le reste, c'est pas à moi de le gérer, c'est plutôt du technique. Mais est-ce que justement le technique ne devient pas extrêmement politique quand on voit quel impact ça peut avoir sur une campagne ? Est-ce que vous semblez un peu déléguer le problème à vos techniciens ? Est-ce que c'est pas quelque chose dont vous devriez vous saisir à bras-le-corps ? C'est pas moi qui vais réussir à bloquer des attaques, j'en serais bien incapable. Des attaques informatiques éventuelles. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? D'un point de vue plus général, comment la France elle peut mieux se protéger contre ce nouveau type de conflit, de propagande menée par d'autres pays ? En investissant dans les techniques nécessaires, dans l'innovation nécessaire, en faisant confiance à ces startups qui maîtrisent ce sujet-là, en les aidant au maximum, en ayant une indépendance totale, par exemple dans les domaines stratégiques et militaires, en évitant de voir nos fleurons nationaux être dépecés ou rachetés par des entreprises étrangères, alors que parfois elles sont stratégiques, ces fleurons sont stratégiques. Voilà comment on peut agir, c'est le rôle d'un État stratège. Vous ne croyez donc... Pour le reste, je crois qu'on a beaucoup de bons ingénieurs informatiques en France, il faut les mettre à contribution. Vous ne croyez donc pas à l'idée d'une Russie extrêmement agressive dans le cyberespace, ayant un agenda politique et l'ayant mis en œuvre via les outils numériques pendant la campagne honnêtement, j'en sais rien. Et nous verrons bien. Moi, en tout cas, les seules ingérences que je vois aujourd'hui claires et nettes dans les politiques, dans les élections nationales en France, elles viennent toujours de Bruxelles, elles viennent de l'Allemagne et elles viennent des États-Unis. Celui qui s'est rendu au Royaume-Uni pour faire voter contre le Brexit, c'est M. Obama. Il s'est rendu au Royaume-Uni intervenant dans un référendum national. Ça, c'est une ingérence claire et nette. Bon. Mais pourquoi vous protégez les Russes à ce point-là tout le temps ? On a quand même l'impression que vous avez... Parce que je n'ai pas encore vu le jour où vous aurez un meeting russe en France qui dira il faut voter pour quelqu'un, pour tel ou tel candidat, je vous dirais c'est pas acceptable. Voilà. Mais c'est pas ce que j'ai vu pour l'instant. Or moi, quand j'étais candidat à Forbach, j'ai vu un meeting de la CDU à Forbach. Parti politique allemand. C'est encore une qui a dit aux Forbachois qu'il fallait pas voter Front National. Là, je vous assure que d'ailleurs c'est choquant et ça devrait pas être accepté. Une banque russe. C'est encore une banque russe qui va éventuellement vous financer la campagne présidentielle de Marine Le Pen ou pas ? Je ne sais pas qui va financer. Qui pourra nous financer parce qu'on a besoin évidemment de financement. Il faudrait une loi qui oblige un établissement bancaire français à financer obligatoirement les candidats à l'élection présidentielle, ceux qui sont en tout cas qualifiés. Nous réclamons cette loi, il faut la mettre en place, c'est une question de démocratie. Et certains candidats, c'est vrai qu'on n'est pas les amis des banques, alors c'est vrai que les banques refusent de nous prêter, d'autres candidats ont beaucoup moins de difficultés, et il y a même à se voir prêter par les banques, et même M. Macron, lui, on ne sait pas d'où il sort son argent. Et les banques russes, il fait des meetings à 400 000 euros. Et les banques russes. On ne sait pas comment c'est financé. Vous avez des marchés ou pas, les banques russes ? Des financements le plafond de 7 500 euros par il a des financements, il a des dons, il s'en cache pas, il fait des tournées en Angleterre, aux États-Unis. On verra le coût global de sa campagne. Et les banques russes, alors, elles continuent à vous financer ? Je crois d'ailleurs celle qui avait fait un prêt, je crois qu'elle a fait faillite d'ailleurs, donc on n'est pas près de la revoir. Donc vous dites rien sur le financement, en fait ?
Vous voulez rien nous dire sur le financement ? Sur le financement, je dis qu'il faut une loi. Oui. Qu'il est anormal que les banques françaises ne financent pas un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle et qu'il faut une loi pour obliger un établissement bancaire français à financer. Pourquoi vous ne voulez plus du soutien de l'association de Jean-Marie Le Pen, Cotelec ? Pourquoi vous avez annoncé, je crois cette semaine aussi, que vous ne voulez plus de ce soutien-là ? Finalement, Jean-Marie Le Pen vous permettait d'organiser plus facilement financièrement vos élections ? Mais déjà, c'est pas son argent. C'était l'argent d'une structure qui est... Une association, Cotelec, c'est ce que j'ai dit. Statutairement obligé de prêter aux campagnes du Front National, en réalité. Et c'est pas son argent personnel, c'est l'argent qui vient de donateurs qui ensuite est prêté aux ont envie de donner de l'argent à Jean-Marie Le Pen. Aux campagnes du Front National. Non, donné aux campagnes du Front National. Voilà, après on trouvera, je ne sais pas où en sont d'ailleurs objectivement, honnêtement, je ne sais pas où on en est dans les sources de financement, je me renseignerai avec notre trésorier, mais là, honnêtement, vous ne savez pas où vous en êtes dans vos sources de financement. C'est de la guerre quand même. Là, je pense qu'on n'a pas encore la solution, et je regrette encore une fois que le gouvernement français ne se saisisse pas de cette question. Certes, il n'aime pas le Front National, on l'a bien compris, il n'aime pas Marine Le Pen, mais s'ils avaient encore un tout petit peu d'état d'esprit démocratique, c'est peut-être trop leur demander, ils prendraient cette loi qui oblige les établissements français à prêter aux candidats à l'élection présidentielle française. Et le problème serait réglé définitivement. Donc la dédiabolisation, elle a encore un petit peu de chemin à faire, c'est ça ? On n'est pas dédiabolisé vis-à-vis des grandes banques d'affaires, vous voulez dire ? Non, et on ne le souhaite pas. Parce que ça signifierait sinon que nous serions leurs agents. Nous ne sommes pas les agents des grandes banques. Nous sommes les agents du peuple français. Vous n'êtes donc pas les agents des grandes banques russes. C'est de la Russie, du coup, selon le même raisonnement. Je crois d'ailleurs que c'était une petite banque, la 267e tchéco-russe. Et non, nous ne sommes pas les agents de puissances étrangères. Il y en a beaucoup en face de nous qui regardent en permanence Berlin, Bruxelles et Washington pour savoir ce qu'ils doivent penser. Ce n'est pas notre cas. Merci Florian Philippot, vice-président du Front National, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur France Inter. Merci Nathalie Saint-Cric, Françoise Fressos, Karine Bécard et Martin Untersinger. Bonne fin de week-end. On se retrouve dimanche prochain. Ce sera le jour de Noël. Oui, ce sera le jour de Noël. Joyeux Noël. Voilà. Merci et bonne fin de journée.